Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec au programme une vidéo lecture. C'est la première fois que je fais ce type de concept, de lire un livre en ASMR. Le livre s'appelle En virtuel, l'auteur s'appelle Monsieur Icarus McClown. Je vais vous montrer le livre, je vais faire un petit unboxing. Le livre est ici. Voilà, donc je l'ai reçu tout simplement. Et là, et donc le livre est à l'intérieur. On va l'ouvrir. Alors, j'espère que je ne vais pas. Voilà, donc le livre. Donc je vais vous lire 3 chapitres. Donc les 2 premiers ou les 3 premiers chapitres du livre. Donc voilà. Alors il faut savoir que je découvre le livre en même temps que vous. Voilà. Je ne l'ai pas lu avant. Donc je découvre vraiment le livre en même temps. Donc le livre est là, regardez. Voilà. Donc je vous le présente. En virtuel de Monsieur Icarus McClown. Voilà. Donc derrière, je porte le nom d'une planète. J'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Aiger. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Voilà. Icarus McClown, sans domicile fixe depuis juin 2019, nous livre son premier roman de science-fiction philosophique avec une touche de dystopie. Son personnage, Denver Mars, embarque le lecteur dans son cœur et dans sa tête, le temps d'un voyage en l'an 2057. On va lire ensemble le chapitre 1. Donc, comme je vous l'ai dit, je découvre vraiment le livre. Alors, chapitre 1. Derrière mon ombre se cache une martienne. Je ne suis pas un homme, pourtant j'en ai l'air. Mon nom, Denver Mars, suscite l'équivoque. Denver est un prénom épicène, peu porté au féminin. Je ne relève plus les erreurs de genre dans mes correspondances électroniques. La confusion persiste dans la vie réelle à cause de cette capuche qui garde mes yeux et leur expression dans l'ombre. Aussi loin que je me souvienne, la grisaille a dominé le ciel. À l'époque du paradoxe climatique, la moitié de la Terre est glaciale, l'autre grille dans des zones arides, et mon quartier pauvre de Toronto se trouve du côté froid. L'hiver ne prend jamais congé. Il passe de la neige à la pluie. Ce climat hostile me rend service, car sous mes couches de vêtements, la gaine médiévale, comme je l'appelle, doit rester secrète. Les pulls grande taille et les manteaux pour hommes couvrent le corset orthopédique qui me comprime le tronc comme un serpent asphyxie sa proie. La scoliose m'a fait la guerre et j'ai perdu. Le corset que j'ai haï plus que tout a remporté la victoire. Il s'est plaqué sur mon dos au pathétique fil des années, moulé dans un plastique, agrippant sa victime. Je suis allergique à cette coque en résine comme à un poison. Sa vue lorsque je me déshabille et le bruit que mon sac claque dessus achève de briser mon moral. Pendant l'adolescence, la détorsion de mon rachis par l'armature a freiné une course vers la catastrophe. La fin de ma croissance n'a pourtant pas sonné l'heure de la liberté.
La menace d'une aggravation guette au moindre écart du protocole. La gaine a corrigé mon dos dès mon 13e anniversaire, jusqu'à ma taille adulte, mais la phase de contention ne s'arrêtera jamais. Mon mètre 74 atteint, le serpent a rapetissé et les brides se sont desserrées. Puis le verdict est tombé avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Je pouvais échapper à une opération hors de prix, mais le corset me collerait à vie pour préserver la droiture de mes vertèbres anarchiques. Je suis une maigre tige qui fuit les chaussures à talons, habituée au bonjour jeune homme, et pardon monsieur. Je préfère cacher la femme étriquée dans sa forteresse en résine, sanglée dans son complexe. Le corset a redressé mon tronc, mais il a courbé mon esprit. Ma colonne est aujourd'hui moins tordue que la direction prise par ma vie. Une vie qui ne serait pas intéressante à écrire, encore moins à lire. Celle d'un squelette aussi peu solide que capable de croiser son reflet dans un miroir. Malade de vivre, j'erre comme un fantôme, je m'efface, je m'appelle Denver Mars. Chapitre 2. Mars, la Terre et moi. Mon attrait pour la planète Mars n'a même pas été influencé par mon nom de famille. La coïncidence est heureuse. Ma passion pour l'astronomie s'est manifestée bien avant que j'apprenne le nom des planètes. Dès l'âge de 5 ans, la Lune et le Soleil m'apparaissaient comme des divinités auxquelles j'avais raison de croire, car elles étaient incontestablement là, sous mes yeux. À l'école, j'ai vite remarqué qu'on nous parlait peu de tout ce qui se passait dans le ciel, et beaucoup de tout ce qui s'était passé sur Terre. Je fuyais les cours d'histoire avec leurs déprimantes frises chronologiques sur les guerres après les guerres après les guerres. Mon refuge a été la découverte du système solaire pour en éplucher tous les détails fous. Je me suis mise à adorer Jupiter, la géante, qui nous protège d'astéroïdes capturés. Vénus, la planète sœur, Saturne et sa multitude de lunes. Mars s'est démarqué par l'actualité. Les premières colonies sur la planète rouge ont été établies lors de multiples missions qui ont bercé mon enfance. Aujourd'hui, une centaine de terriens sont désormais martiens et leurs descendants, nés sur la planète, n'ont jamais connu d'autre sol. Le côté accessible de Mars ne lui a pas ôté son caractère mystique. Elle demeure cette timide lumière orangée dans le ciel nocturne, ce monde autrefois lointain, devenu la promesse concrétisée de coloniser une autre sphère. Sur Terre, c'est difficile de donner du sens aux choses. Détaché, je flotte en apesanteur pendant que les humains s'agitent, sur un point éloigné. Je suis bel et bien une citoyenne terrestre. On ne peut pas faire plus terre que Toronto. Pourtant, je suis ailleurs. Je focalise mes lectures sur l'univers plutôt que de me chagriner des derniers chiffres alarmants sur l'état de notre société moderne. Je suis né une ou deux générations trop tard. Lorsque je suis venu au monde en 2027, la misère s'installait déjà. Trop vite, la souffrance est devenue la norme. À l'exception d'une poignée d'hommes opulents, les très riches n'ont jamais été aussi riches, le reste survit. La purge de la classe moyenne n'a même pas soulevé la population. Tête baissée, elle s'échine pour des jetons au compte-gouttes. Elle ne rêve pas de voyages touristiques ou de loisirs à forte empreinte carbone, réservés à la minuscule élite. Rien n'échappe aux restrictions environnementales. Pour le commun des mortels, vivre en zone urbaine implique le cafard des transports publics et restreint jusqu'au droit de procréer. Le contrôle démographique exige que tous les citoyens portent un implant contraceptif dès la puberté. Le désir de procréation s'accompagne d'interminables démarches, assorties de taxes et d'une caution en cas de grossesse multiple. Élever un enfant est un gouffre financier dès la conception. L'abondance et la liberté sont des notions de l'ancien temps. Pourtant, la plupart des citoyens prônent l'optimiste. Ils se sentent protégés dans un cadre qui n'oublie surtout pas de leur offrir
celle d'une femme au tronc plastifié, puis ma routine me tue à petit feu. Du lundi au vendredi, je répète un travail lassant, sans en tirer la moindre gratification. Je suis ouvrière dans une giga-usine, dont la production colossale fait de notre enseigne Flipscorp la référence en drone aérien. Notre slogan, le progrès a des ailes, a survécu aux années avec autant de gloire que nos véhicules traversent les airs. 10 ans se sont envolés depuis que j'ai enfilé l'uniforme blanc pour la première fois. Chaque jour, j'ai eu la même apparence, dans ce vêtement floqué du logo de notre entreprise. Une silhouette qui ressemble à un moucheron, 2 ailes fines cousues sur un point noir. Il y a de quoi se perdre sur notre immense site qui réunit l'assemblage des batteries et des drones. Pourtant, mes horizons sont minuscules. J'évolue dans les mêmes carrés sans jamais m'aventurer ailleurs que là où l'on m'a installé. Je monte l'hélice des drones sur l'arbre de leur moteur, de la découpe laser à l'impression 3D, en passant par l'installation des composants, tout est robotisé. L'hélice fait exception, grâce à une étude ayant démontré que l'emploi d'un humain pour son montage remplirait les quotas. Cela fait de moi l'une des rares élus en zone de production. Dans le dédale des allées, des machines caristes assurent la manutention et des appareils autonomes tirent les trains de chariots pour approvisionner les ateliers. En tant qu'usine fabriquant des drones, nous sommes bien sûr à la pointe de l'activité aérienne. Toutes sortes de pièces volantes suivent une trajectoire millimétrée. Je ne suis qu'un pion humain oublié dans une toile de rouage mécanique, une ouvrière en blanc qui, faute de réaliser ses rêves, caresse le carbone verni d'hélice pendant que les saisons passent et que les robots s'activent. Je dors depuis la fin du lycée, quand j'ai dû refouler ma soif d'apprendre. La précarité condamne des jeunes dépourvus de moyens. Renoncer à l'université est un choix préférable à la dette étudiante. J'ai la contrainte supplémentaire de devoir travailler debout à cause d'un corset gênant en position assise, sans oublier mon introversion qui m'oblige à rester à l'écart du contact direct avec les gens. Échanger mes gros manteaux pour une combinaison est un moyen de passer d'une cape à une autre. Quant aux lunettes de réalité augmentée, elles cachent les cernes qui ne veulent plus partir. Je n'ai pas d'horrible patron sur le dos, mais je dois affronter les heures qui passent, dans ce qui semble être une fuite inutile du temps. Notre production est confidentielle. Le site hyper sécurisé n'autorise aucune fenêtre. Quand je n'en peux plus de néon, j'imagine la lumière extérieure qu'une plante sauvage est en train d'absorber quelque part sous le ciel. Ce hangar capitonné renferme mes pensées noires et tient captive la partie de mon âme qui ressasse l'absurdité de tout ça. Les déplacements pour m'y rendre sont aussi moroses que mes heures de labeur. Je ballotte dans un monorail aérien aux immenses vitres, derrière lesquelles il neige la plupart du temps, et il pleut l'infime reste. Je comble ces longs trajets en somnolant parfois au point de manquer mon arrêt. Je m'appelle Denver Mars et la vie que je mène sur Terre dans ce corps scoliotique n'a rien de sensationnel. Quitte à porter une lourde armure, j'aurais préféré un scaphandre spatial pour fouler la planète rouge. Mais la gaine qui me colle à la peau n'est pas celle d'un astronaute. C'est celle d'une femme de l'an 2057 qui, le soir venu, quand elle retire enfin son gros manteau, lâche un soupir que personne n'entend. Chapitre 3. Le lointain soleil. L'amour, c'est ne jamais s'en remettre quand il s'en va. C'est voir le temps passer, mais pas la douleur. Le deuil qui frappe impose le vide, l'absence. Il ne reste plus que sa propre existence, dépouillée de ses réjouissances, réduite à un simple contentement d'être encore là. Le monde devient un mauvais rappel des petites choses qui assomment combien l'autre nous manque. J'ai revu Héloïse, à son bras, s'agripper sa fiancée. J'ai réussi à disparaître furtivement avant d'être aperçu. Je ne connais pas le prénom de la jeune femme qui partage sa vie, mais je me livre à des conjectures. J'imagine une sonorité féminine, comme le reste. Je ne lutte pas contre la jalousie que je ressens pour celle qui reçoit l'amour de l'homme qui m'a laissé.
il y a 15 mois, mon cœur faisait un bruit encore jamais entendu. Ma colonne m'a fait toutes les misères. Je ne pensais pas qu'une autre partie de mon corps pourrait craquer terriblement plus fort. La brisure en morceaux infinie d'un cœur amoureux résonne dans la mémoire d'un être humain comme le bruit le plus indélébile de son histoire. Héloïse Stantorm, son nom de famille signifie tempête de sable. La métaphore est là. Le jour de nos adieux, mon âme s'est déchirée en autant de débris qu'il y a de grains de sable dans ce monde en sécheresse. Alors, on va s'arrêter là, évidemment, parce que sinon je ne veux pas vous spoiler le reste. Voilà, donc, c'est un très beau livre. Vraiment, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à vous le lire. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, je tenais absolument à vous partager cette histoire parce que c'est quand même un beau cadeau de la part de monsieur Icarus McClown. Donc, merci à lui de m'avoir envoyé ce livre. Et voilà, c'est une très belle histoire. J'ai bien aimé le début, en tout cas, et je continuerai à le lire de mon côté prochainement. Voilà, un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One et Avatar, mêlant réalité virtuelle, action, univers immersif et philosophie. Tout ce que j'aime quoi en fait. Incroyable. Donc voilà. Alors Icarus McClown m'a laissé un petit mot aussi. Cher Grinouche, bravo pour chaîne YouTube très originale. J'ai hâte de voir votre vidéo présentant le livre en ASMR. Et bien la voilà. Je vous souhaite une excellente lecture et de belles fêtes de fin d'année de la part de Icarus McClown. Merci à vous, monsieur Icarus McClown. J'espère que vous regarderez la vidéo et que vous me direz ce que vous en pensez, soit par mail, soit en commentaire de la chaîne, sous la vidéo, bien évidemment. Sinon, la vidéo donc est officiellement terminée. Je veux te souhaiter une très 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 bonne nuit. Une très 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 bonne nuit. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que cette petite lecture t'a plu. Et à commencer à te plonger dans un sommeil